Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier également les organisateurs du symposium de m'avoir convié à faire cette présentation donc, de l'état des lieux un peu de l'approche système en viticulture. Donc c'est des travaux que nous menons depuis quelques années en étroite relation entre l'INRA, l'IFV et également Supagro Montpellier. Donc je vais essayer de vous faire un petit panorama actuellement de cette approche en viticulture. Alors comme je pense que vous le savez très bien, la viticulture aujourd'hui elle est confrontée un objectif de réduction quantitative de l'usage des produits phytosanitaires, ce qui entraîne que le mode de fonctionnement qu'on avait habituellement pour gérer les bioagresseurs d'un problème, une solution, qui marchait très bien avec un usage non limitant des produits phytosanitaires, devient aujourd'hui un peu obsolète. Et on a une nécessité d'avoir une approche un petit peu plus globale au niveau du système de culture, d'essayer de combiner des leviers parfois efficacité partielle pour construire ces nouveaux itinéraires techniques. Alors c'est une approche système qui est assez ancienne en agriculture, notamment c'est une filière comme les cultures assolées, qui est plus récente en culture pérenne et notamment en viticulture, mais qui s'est développée depuis quelques années. Donc je vais essayer à travers cet exposé de vous présenter quelques éléments théoriques, méthodologiques de cette expérimentation système et puis de vous illustrer par quelques éléments partiels, quelques résultats de travaux qui sont réalisés en France, et je pense que ce sera complété ensuite au niveau pratique par David. Alors, pour commencer, une définition de ce qu'on peut qualifier d'un système de culture. Donc, c'est des définitions qui sont assez anciennes, parce que celles que j'ai repris date de 1974 par Sébillotte. Donc, un système de culture, c'est un ensemble de modalités techniques appliquées à des parcelles, traitées de manière identique. Alors en fait, dans un système de culture, on peut distinguer trois sous-ensembles. Donc un ensemble qui est plutôt biophysique, c'est-à-dire l'agrosystème, la vigne, le sol, les bioagresseurs, les auxiliaires, ce qu'on met sur les interrants, l'enherbement, etc. Donc vraiment l'aspect, le climat, le microclimat, l'aspect biophysique. Également un système technique qui est l'itinéraire technique, donc l'ensemble des opérations qui sont réalisées sur la parcelle ou sur les parcelles, donc qui va du choix du génotype jusqu'à l'ensemble des opérations techniques. Et associé à ce système technique, un système décisionnel, un système de décision qui va gérer cet itinéraire technique, donc qui est basé sur des objectifs et également sur des indicateurs qui permettent de mettre en œuvre des règles de décision. Donc c'est vraiment ces trois entités auxquelles on s'intéresse dans cette approche système. Alors, quelle méthodologie a été mise en place en viticulture pour essayer de concevoir des systèmes de culture avec un objectif qui soit économe en produits phytosanitaires? Donc c'est un travail qui a été conduit dans le cadre d'un projet CASDAR nommé Ecoviti, qui associe les différents partenaires dont j'ai parlé, de nombreux partenaires également de la recherche et du développement. Donc l'objectif était de travailler à partir de connaissances expertes, donc à partir d'expertise, dans le cadre d'ateliers, dans ce qu'on a qualifié d'ateliers de prototypage, de concevoir des prototypes théoriques sur la base de connaissances, et en prenant en compte une sorte de cahier des charges, d'objectifs et de contraintes pour la définition du système de culture. Donc c'est vraiment à partir de connaissances et également à partir d'expérimentation, parce qu'une fois ces prototypes théoriques conçus à partir d'expertise, on adaptait ces prototypes pour les mettre en expérimentation au sein de plateformes expérimentales, et les données de ces expérimentations permettaient, par une notion de boucle de progrès, de modifier éventuellement le prototype théorique si les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, ou de diffuser des connaissances sur la base de ces résultats. Donc voilà, c'est vraiment un système de conception par expertise et expérimentation. Il existe d'autres systèmes de conception, notamment à l'aide de modèles. Mais pour la viticulture, c'est ce choix qui a été fait, et je pense que David vous donnera plus de précisions dans son exposé par la suite. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qui a été conçu dans ces ateliers? Qu'est-ce que c'est qu'un prototype, pour tout dire? Donc ça regroupe un ensemble de techniques de culture et aussi les interactions entre ces techniques de culture, et qui sont surtout associées à des règles de décision qui permettent la mise en œuvre de cet itinéraire. Donc, et ces règles de décision, mises en œuvre sur un groupe de parcelles, des parcelles ou un groupe de parcelles, doivent répondre à des objectifs économiques, sociaux ou environnementaux. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un prototype donc conçu dans ces ateliers. C'est aussi, ça comprend aussi des indicateurs, donc des indicateurs qui sont nécessaires pour le pilotage de ces systèmes, mais qui sont aussi nécessaires pour l'analyse, pour la compréhension du fonctionnement de ces systèmes et surtout pour l'évaluation de ces prototypes. Donc l'ensemble de ces règles de décision et de ces indicateurs, ça permet en fait de conduire les prototypes au vignoble, de les évaluer, et c'est ce qu'on qualifie d'expérimentation système.
Alors je vais m'attarder un petit peu sur l'expérimentation système, parce que c'est un petit peu le cœur aussi de cette démarche. Donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre et d'évaluer en grandeur réelle. Alors quand on appelle en grandeur réelle, on est encore à l'échelle de la parcelle ou du groupe de parcelles, mais ce qui est déjà en expérimentation une taille conséquente. Donc de mettre en œuvre et d'évaluer des prototypes qui ont été conçus. Donc j'y reviendrai après, mais ça se différencie quand même de manière importante de l'expérimentation factorielle, auquel on est un peu plus habitué. Les traitements expérimentaux sont donc ici des itinéraires techniques complets, qu'on pourrait qualifier de manière en fait, de manière de produire, qui vont combiner différentes techniques élémentaires qui sont choisies et organisées de manière cohérente entre elles. Et les résultats attendus sont bien sûr les performances de ces systèmes, mais aussi d'autres éléments comme leur faisabilité dans la pratique, et également d'identifier des ressources qui sont importantes pour leur mise en œuvre et pour pouvoir petit à petit, par une démarche de pas à pas, les améliorer. Pour essayer de bien comprendre les spécificités de cette expérimentation système, donc j'ai emprunté ce tableau à mes collègues de l'INRA, qui compare les avantages et les inconvénients de l'expérimentation analytique plus classique et l'expérimentation système. Et je ne sais pas si vous pouvez lire, mais on peut s'apercevoir que en fait, ces deux types d'expérimentation ont des avantages et des inconvénients qui les rendent finalement complémentaires pour atteindre ces objectifs de constitution d'itinéraires techniques bas intrants. Alors, les expérimentations analytiques permettent de tester des hypothèses fortement sur l'effet d'une ou de deux pratiques culturelles, alors que l'expérimentation système, comme j'ai déjà dit, permet de tester finalement des systèmes complets qui intègrent différentes techniques. Alors les expérimentations système s'envisagent sur des pas de temps beaucoup plus grands, on est sur des pas de temps d'évaluation de presque 10 ans, alors que sur les expérimentations analytiques, on est plutôt sur 2-3 années. Et puis sur une échelle spatiale qui est beaucoup plus grande, parce qu'on est souvent sur des parcelles qui font 0,2, 0,3 jusqu'à 1 hectare, et on travaille avec beaucoup plus de variables que dans les expérimentations analytiques. Les experts analytiques ont par contre l'avantage d'avoir des schémas expérimentaux qui sont plus robustes et qui se prêtent assez facilement à des analyses statistiques, qui ont plus de puissance et qui se prêtent à des analyses statistiques. Et puis elles sont plus facile à faire en réseau et plus facile à analyser en réseau, et ça permet d'évaluer vraiment l'effet d'une pratique donnée. Par contre, elles ont l'inconvénient de peu s'intéresser finalement à l'interaction entre pratiques. Alors que c'est le cœur de l'expérimentation système qui permet finalement l'acquisition sur des systèmes de culture, sur des itinéraires techniques complets, sur un grand nombre de temps. Par contre, c'est des expérimentations pour ceux qui les ont pratiquées qui sont effectivement très lourdes, très coûteuses en temps, et puis qui ont l'inconvénient d'avoir une puissance statistique relativement limitée, ce qui peut poser des problèmes d'interprétation. Et puis le point important pour finir là-dessus, c'est que pour être testés, les systèmes de culture doivent être explicités assez précisément pour éviter le poids des pilotes de l'expérimentation, un trop fort poids des pilotes de l'expérimentation, et permettre que ces expérimentations soient reproductibles. Alors comment concrètement, en expérimentation, on décrit ces prototypes? Alors d'abord, on les décrit à l'aide d'objectifs, des objectifs de réduction d'IFT, des objectifs de production en quantité, en qualité, et également des objectifs, on va dire, d'acceptation de la présence de bioagresseurs, de tolérance de la pression de bioagresseurs qui doivent être définis a priori. Et ensuite, elles sont décrites à l'aide de leviers qui sont mobilisés pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous ai listé ici un certain nombre de leviers classiques, donc des leviers de lutte physique qui sont utilisés pour la gestion du sol, le travail du sol, des leviers liés à l'efficience de la lutte chimique, donc l'utilisation d'OAD, je pense qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui, l'utilisation de règles de décision innovantes, des outils de biocontrôle, des leviers d'atténuation, c'est-à-dire de la manière de manipuler le végétal pour le rendre moins sensible aux bioagresseurs, et puis également des actions directes sur l'inoculum ou l'utilisation de la résistance variétale, on vient d'en parler largement. Donc ces prototypes sont décrits à l'aide de jeux de règles de décision qui sont formalisés de manière assez importante. Alors c'est le plus souvent des règles de décision si alors sinon, si une condition est réalisée alors une action ou sinon une autre action. Donc ça c'est des choses qui sont assez simples, qui se complexifient quand même assez vite quand on va vers des règles de décision qui intègrent plusieurs leviers ou qui intègrent des opérations successives. On peut avoir des règles de décision qui sont beaucoup plus complexes mais qui sont toujours basées sur cette approche. Et puis pour activer ces règles de décision, donc des indicateurs de pilotage,
qui peuvent être divers et variés, qui concernent la gestion du sol, la gestion des maladies, la gestion des ravageurs, etc. Et puis donc on décrit ces prototypes à l'aide d'indicateurs d'évaluation, et là on cherche à avoir une évaluation le plus large possible, concernant le plus de critères possibles. Donc on a des indicateurs classiques de pression pesticides, de nom de traitement, d'IFT, de type de produit. On peut aller plus loin avec des indicateurs plus intégratifs comme IFI, etc. Des indicateurs plus agronomiques sur la maîtrise sanitaire, les dynamiques de bioagresseurs, d'auxiliaires, de rendement, de qualité des vins, de résidus, etc. Et puis des indicateurs plus économiques, où à ces échelles-là, on est en capacité de mesurer des temps de travaux et des coûts qui ont une certaine représentativité. Voilà pour la partie un peu théorique, donc je vais illustrer rapidement à l'aide de quelques exemples et quelques résultats. Donc j'ai pris au hasard un dispositif qu'on a implanté à l'INRA de Bordeaux depuis quelques années. Donc on a planté depuis 2011 un dispositif d'à peu près 2 hectares, donc dédié à l'expérimentation système, qui a pour objectif de mettre en œuvre et de comparer, on va dire, 3 prototypes de systèmes de culture base intrants qui sont assez différents. Donc 2 systèmes qui sont plus basés sur l'efficience de la lutte chimique, donc qui travaillent sur des règles de décision innovantes, sur la mise en œuvre d'opérations en verre et éventuellement de quelques éléments de biocontrôle. Donc 2 systèmes, dont un suit un cahier des charges conventionnel et le suivant suit le cahier des charges de l'agriculture, de la viticulture biologique. Et le 3e système est basé sur une variété résistante, donc variété résistante au mildiou et à l'oïdium, parce qu'il y a d'autres résistances, on l'a vu tout à l'heure, donc est basé sur la résistance variétale et mobilise aussi des leviers de prophylaxie et de lutte chimique de manière complémentaire. Et puis l'ensemble de la gestion du sol de ces 3 systèmes est gérée sans herbicides. Alors je ne vais pas m'étendre sur les résultats, mais rapidement, on peut présenter quelques résultats de la sorte. Donc vous avez ici une petite synthèse 2013-2016 de quelques résultats. Je ne sais pas si ça se voit très bien, où on peut voir des éléments concernant l'atteinte des objectifs de rendement, la réduction de l'IFT et puis la maîtrise des principales maladies qui sont problématiques dans le vignoble bordelais. Donc on peut voir que on a un certain nombre de systèmes qui présentent, donc plus on est à l'extérieur du radar, meilleur on est entre guillemets. Donc on peut voir qu'il y a des systèmes qui sont un petit peu plus robustes, avec comme le système conventionnel de base intrant, avec des réductions d'IFT qui sont d'environ 50%. Le système en bio tel qu'on l'a défini dans cette expérimentation présente des variations de performance un peu plus importantes. Et puis donc la variété résistante qui a été mise en œuvre, qui est une obtention de l'INRA, présente des très bons résultats en termes de réduction d'IFT et également des résultats intéressants en termes de maîtrise des bioagresseurs. Alors, ce type d'expérimentation fait en fait partie d'un réseau national qui est implanté depuis 2012, donc qui a été implanté dans le cadre du réseau Défi Ecophyto, qui comprend également un réseau de fermes. Là, on est sur un réseau d'expérimentation système. Et donc, ce réseau est structuré autour de 6 plateformes qui correspondent à des bassins viticoles. Avec à peu près une trentaine de sites, 27 sites expérimentaux qui composent ce réseau et environ 45 prototypes différents qui sont testés dans ces sites expérimentaux. Donc pas tous les prototypes dans tous les sites, mais certains sites ont néanmoins plusieurs prototypes. Donc les systèmes de culture qui sont testés ont des objectifs assez ambitieux de réduction des phytosanitaires, de l'IFT. Et puis la majorité, 37 de ces 45 prototypes, sont également gérés sans herbicides. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces prototypes, donc les objectifs donc, de réduction d'IFT, j'ai dit assez ambitieux, parce qu'on est au moins à 50% de réduction, voire jusqu'à plus de 80% de réduction de l'IFT, avec un maintien des objectifs de production en quantité et en qualité, mais par contre une certaine prise de risque avec une acceptation de la présence des bioagresseurs et également une prise de risque sur le résultat.
Donc je vous ai remis ici, vous voyez dans le graphique, c'est le nombre de systèmes qui mobilisent les leviers dont j'ai parlé auparavant. Donc vous voyez que la majorité des systèmes mobilisent la lutte physique, notamment pour la gestion du sol, la très grande majorité également la lutte chimique, également à l'aide vraiment de règles de décision qui sont innovantes, et puis dans une moindre mesure des outils de biocontrôle, des éléments d'atténuation et également des opérations d'action sur l'inoculum et certains systèmes. Il doit y avoir 3 ou 4 systèmes qui mobilisent la résistance variétale. Alors, à partir de ces leviers, on a travaillé sur une typologie de ces systèmes, à partir des leviers de gestion des bioagresseurs, où on peut définir des systèmes qu'on pourrait qualifier d'efficients, c'est E1, qui font majoritairement, essentiellement appel à une adaptation de la lutte chimique. Des systèmes qui vont un petit peu plus loin en combinant des techniques culturales d'atténuation à l'adaptation de la lutte chimique, et puis des systèmes ES qui mixent atténuation, biocontrôle et lutte chimique, et enfin des systèmes qui vont jusqu'à la modification de l'encépagement en mobilisant la résistance variétale. Et donc si on regarde, donc ça c'est des résultats moyens 2013-2015 qu'on vient de produire, qu'on vient de réaliser une synthèse de ces résultats. Donc c'est des moyennes système année, où on voit que finalement il y a assez peu de différence entre ces typologies pour E1, E2 et ES. On a des IFT qui sont quand même très bas, on est autour de 7 en moyenne, ça correspond à des réductions de plus de 50%. Et évidemment, comme il faut s'y attendre, pour le système ES, on a un IFT, on va dire, hors biocontrôle, qui est encore plus faible. Et puis, les systèmes mobilisant la résistance variétale permettent là d'avoir des réductions très conséquentes, parce qu'on est à plus de 90% de réduction d'IFT. Alors, je ne vais pas vous balayer l'ensemble des résultats, parce que je n'en aurai pas le temps, mais je voulais faire un petit focus sur l'évaluation multicritère. Donc c'est l'objectif, je vous ai dit, on collecte beaucoup de choses sur ces expérimentations, et donc l'objectif c'est d'avoir une évaluation sur le plus de critères possibles qui sont évalués dans ces expérimentations. Donc un des moyens, il en existe plusieurs, mais un des moyens d'essayer de proposer cette évaluation multicritère, c'est de proposer une note globale des performances qui intègre des éléments agronomiques, environnementaux et également socio-économiques. Donc là, c'est un travail tout récent qui a été fait sur le réseau DEFI dont je viens de vous parler, avec l'utilisation d'une méthode, d'un logiciel DEXI qui permet d'intégrer en fait des variables en classe avec une pondération qu'on définit par avant. Donc vous avez ici la pondération qu'on a utilisée, donc qui relève d'un choix complet. On peut refaire l'évaluation avec d'autres pondérations, mais qui permet de construire un arbre qui intègre les 3 modules, chaque module intégrant également différents paramètres qui sont collectés sur les expérimentations. Et cette méthodologie nous permet de donner une note globale de performance, de durabilité de ces systèmes et de produire des résultats de ce type. Vous avez ici, donc, sur le réseau de la quarantaine de systèmes qui a été évalué sur 3 ans. Alors on peut voir que la note globale que vous avez sur la gauche, on a 2 tiers des situations qui présentent des notes globales assez bonnes, et puis quelques situations qui sont plus délicates. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des répartitions différentes effectivement pour chaque module, environnemental, agronomique et socio-économique. On a aussi, je n'ai pas montré ici, mais des différences entre années, ce qui permet d'identifier des systèmes qui vont être plus robustes en termes de multiperformance, ou plus robustes aussi entre les années, et de pouvoir travailler plus à fond sur ces systèmes. Voilà, donc en termes de conclusion, le travail qui a été conduit depuis quelques années, il a permis déjà une adaptation de la méthodologie de conception, qui est issue de l'ensemble de cultures assolées, d'adapter la méthodologie de conception aux cultures pérennes, notamment à la viticulture, d'adapter également la méthodologie d'expérimentation. C'était des choses assez nouvelles pour les expérimentateurs que nous sommes, et nous avons dû également apprendre. Ça a permis la mise en place d'un réseau d'expérimentation de longue durée, d'évaluer les premiers systèmes de culture en rupture et d'avoir les premiers résultats. Ça a permis également, à partir de ces premiers résultats, d'améliorer les premiers systèmes qui ont été testés et de pouvoir également les mettre en expérimentation. Et puis ça a permis également la diffusion, alors pas forcément des systèmes de cette manière-là, mais ça a permis la diffusion de connaissances, parce que l'ensemble de ces travaux sont conduits en étroite relation avec les organismes de développement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je remercie l'ensemble des financeurs qui ont participé, qui ont financé ces travaux.